1, 2. Bonjour, merci d'être ici aujourd'hui, d'être tous venus à Paris. Je pense que c'est un moment précieux de se retrouver et de parler de livres tout simplement. Donc je m'appelle Ange, je suis nouveau au Rouergue depuis janvier. Je suis commercial, je vais être aujourd'hui la voix d'Olivier Douzou pour présenter les albums. Donc 3 albums qui sont des enjeux pour nous sur ce second semestre. Et Olivier Pillet présentera 4 romans jeunesse. Voilà. Donc lui, vous le connaissez bien normalement. Donc on va commencer tout de suite avec Histoire de loup de Nathalie Fortier, un album entre le conte et le rêve. Et je vous laisse avec une petite vidéo qui Nathalie Fortier vous accueille dans son atelier pour vous présenter la genèse de son album. J'ai très envie de vous raconter un peu l'histoire de Lou, sa naissance. En fait, sa naissance, c'est grâce à cette petite Lou que j'ai rencontrée et que je trouve absolument fabuleuse. Et qui m'a donné envie de dessiner. Et donc, je l'ai dessinée des centaines de fois. J'ai des tonnes de cahiers de Lou qui chantent, qui dansent, qui est timide parfois. Et puis est arrivé un autre personnage, un lutin. Et ce lutin lui a dit « Lou, j'ai du chagrin. J'ai du chagrin parce que quelqu'un m'a privé de tous mes rêves. » Et à partir de là, j'ai fait des rêves. Mais là, j'ai changé de technique parce que j'ai eu envie d'utiliser de l'huile, de pastel à l'huile, de gros pastel. Parce que c'est beaucoup plus l'idée du rêve, de s'embarquer dans des histoires un peu folles, mais toujours joyeuses. J'ai eu envie vraiment d'une histoire merveilleusement joyeuse. Voilà, garantie que c'est une histoire qui se termine très bien pour Lou et le lutin. Hey Lou, t'en mets partout. Donc cet album sortira en septembre. Donc Nathalie Fortier, c'est une autrice qui publie depuis plus de 20 ans au Rouergue, qui a publié des albums chez nous comme Pas l'ombre d'un loup ou encore Revient. C'est une créatrice plasticienne qui adore travailler différents matériaux comme le bois, le plâtre, la terre. Et cette fois-ci, elle a jeté son dévolu sur la pastel. Pour dire résumer brièvement le fil directeur, le fil rouge de cet album, une petite fille qui s'appelle Lou rencontre un petit lutin qui est vraiment malheureux parce qu'il s'est fait complètement déposséder de ses rêves par une sorcière. Et le but de cette petite fille Lou, c'est de lui redonner l'opportunité de rêver en lui racontant ses aventures qui prennent la forme de contes oniriques même, qui sont au nombre de 12. Et au fur et à mesure de l'avancement de ces contes, des personnages vont rejoindre Lou et le lutin pour constituer une joyeuse troupe, ce qui va permettre donc au final au lutin de retrouver ses rêves et de rompre le sort de la sorcière. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dans cet album, c'est la vitalité des illustrations de Nathalie Fortier. Comme elle disait dans cette vidéo, elle a vécu de nombreux mois avec ses personnages. Et le fait qu'elle ait travaillé à la pastel, ça donne cette vitalité, ça donne ce mouvement dans ses personnages. Qui ont des couleurs atypiques, qui sont tout à fait en phase avec l'univers du conte, du rêve et l'imaginaire qui est développé par Nathalie Fortier dans ses albums. Donc en plus de cet imaginaire foisonnant, Nathalie Fortier l'accompagne d'un texte qui est d'une grande qualité, qui est la véritable prose et qui est tout aussi agréable à conter aux enfants qu'à écouter pour eux. Voilà. J'aimerais aussi rajouter que Nathalie Fortier est une autrice qui tourne beaucoup, qui fait beaucoup d'expositions. Le second album que nous allons vous présenter aujourd'hui est moitié-moitié de encore une Nathalie Chou et Henri Meunier, qui est un album sur la différence, jouant avec la notion de dualité et de la sirène.
Je vous laisse avec une vidéo de présentation. Nathalie Chou et Henri Meunier sont deux auteurs qui ont déjà publié au Rouergue ensemble. Ils ont travaillé sur Au panier et Mirabelle Prunier. Donc moitié-moitié, c'est l'histoire d'une sirène qui n'est pas comme les autres sirènes, c'est-à-dire qu'elle est née avec des jambes humaines et un haut du corps de poisson. Donc voilà, finalement en verlan, c'est une reine scie. Je ne le sors pas de moi-même, ça vient du texte. J'aurais pas osé improviser ça. En plus de cela, elle chante complètement faux, ce qui est assez paradoxal pour une sirène. Et en plus, elle vit dans une piscine. Donc voilà, dans cet album, il y a vraiment ce trait humoristique que personnellement j'adore et qu'au sein de l'équipe du Rouergue, on a tous adoré. Et donc, elle a cette différence et sa famille, son père, sa mère, que vous avez pu voir dans la vidéo, donc le Minotaure, et la mère qui est le parfait opposé, ils se complètent tellement bien avec tête humaine et un corps de vache, lui font comprendre qu'elle est différente et qu'elle doit passer outre cette différence. Et pour cela, il la compare à ses cousins brillants qui, eux, sont des centaures, toujours dans cette idée de dualité. Et face à cela, cette sirène va mal le prendre et va se questionner, va se renfermer sur elle-même. Et de cette introspection, finalement, elle va en tirer une force, va finir par faire une avec elle-même. Et la dernière phrase du roman, qui est un extrait d'un poème d'Eugène Guilevic, résume parfaitement la leçon de cet album, c'est: quand rien ne chante pour toi, chante-toi toi-même. Personnellement, c'est un album qui m'a beaucoup impressionné, notamment dans sa revisite de la figure de la sirène, qui est extrêmement efficace, extrêmement drôle à la fois. Prendre à contre-pied ces codes-là, je trouve ça formidable. De plus, le message porté par cet album sur les différences, sur l'appropriation de différences qui sont innées, je trouve que c'est un très beau message. Et enfin, les illustrations illustrent à merveille, comme vous pouvez voir sur les images qui défilent derrière moi. Toujours sur le thème de la dualité, c'est immédiat, c'est efficace. Il y a ce trait de Nathalie Chou qu'on peut retrouver dans d'autres de ses albums, que je trouve très appréciable. Et enfin, le texte d'Henri Meunier est lui aussi de qualité, tout en restant accessible à la lecture. Voilà. Ensuite, le dernier album que je vais vous présenter, c'est un gros coup de cœur de toute l'équipe du Rouergue, Cheval de Ronald Curchod, à lire dès 6 ans, qui est un album qu'on peut juger de contemplatif, on va dire. Et je vous laisse avec une lecture de cet album qui va défiler sur l'écran derrière moi. Je ne pourrais dire depuis combien de temps. En tout cas, très longtemps. Debout, immobile longtemps en bordure de cet étang. La nuit, les étoiles troussent à surface de petites lumières pointues et mouvantes. Un matin, il a même gelé. Un matin, on a prononcé mon nom. Cheval! Je relève enfin ma lourde tête de cheval. J'aspire par mes naseaux un air de glace et je pars. Parmi les bouleaux, je suis la cendre des bêtes. J'accompagne la lenteur des nuages.
Bien que le chemin soit tracé maintenant, il longe des prairies d'herbes peignées, tranche la forêt de part en part, en champ de fût pour bois de cheminée. Le chant du rouge-gorge soupire. C'est de l'eau claire qui babille, qui roule des galets de cristal dans la lumière du jour, en l'entourbillon dans l'anse de l'oreille. À mes côtés, une jeune rivière me guide. Elle saute, rebondit entre de gros rochers ronds, et serpente sous les racines des coudriers. Elle éclabousse joyeusement les mousses. Bientôt, elle se calme. Toute l'eau là sous mes yeux est en voyage. Ses fragiles boucles, cette épaisse chevelure de rivière dévalent là où vivent les bateaux, partent sans attendre se jeter à la mer. Voir la mer sans attendre et laisser mes sabots accompagner la rivière. Une jeune personne m'accompagne maintenant. Elle dit me connaître. Elle m'appelle Cheval. Donc Ronald Kershaw est un auteur qui a aussi déjà publié au Rouergue avec des albums comme La Main ou comme Gladys il y a maintenant 3 ans. C'est un graphiste, peintre, affichiste, illustrateur vraiment extrêmement doué avec un style très 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 identifiable, et je vous invite à découvrir son travail en dehors de ses albums. Celui-là raconte l'histoire d'un cheval qui part des temps d'origine pour rejoindre la mer à travers les ruisseaux, les rivières, les fleuves, le littoral et donc enfin l'océan. Sur ce chemin, il va donc rencontrer une petite fille avec qui il va nouer une relation complexe, surtout une complicité. Une complicité. Cet album est toujours du point de vue de l'animal. C'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est qu'à travers les yeux de ce cheval, on découvre tous les différents environnements qui traversent, la faune, la flore, et aussi on découvre la temporalité de l'animal qui est beaucoup plus lente que la nôtre. Pour parler un peu de la forme de l'album, les tableaux sont des illustrations donc en double page à bord perdu, suivies d'une double page ensuite avec le texte. Voilà, ça permet vraiment de s'immerger dans ces tableaux, dans son dessin, dans l'univers de Ronald Kershaw. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a marqué dans cet album, et c'est ça qui est très immédiat à chaque fois qu'on le montre à quelqu'un en interne. Je pense que Olivier, tu confirmeras. C'est que comme c'est des illustrations à bord perdu, il y a quelque chose de captivant. Aussi dans la composition des tableaux de Ronald Kershaw, les paysages, les mises en scène, les couleurs, les lumières. Ça permet vraiment d'avoir une représentation de tout le monde animal. Je voudrais aussi souligner rapidement la qualité du texte, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Et ensuite, le plus important à mes yeux, c'est le message qui est transmis par cet album, qui nous invite à prendre notre temps. Il y a une véritable éloge de la lenteur, de la contemplation. Je pense que c'est quelque chose aussi qui parle, on va dire, à travers ces illustrations aux enfants et pas seulement aux adultes. Voilà. Et donc, pour faire un petit tour sur la fin d'année, il y a un album dont on n'a pas parlé qui sort en novembre, c'est La Belle Course de Henri Munier, qui est un album conçu comme un conte randonnée. C'est une parabole de la vie. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Olivier pour présenter les romans jeunesse. Bonjour tout le monde. Je suis hyper content d'être là déjà. Je voulais en profiter pour m'adresser un petit peu directement à vous. Vous remercier franchement pour le travail que vous faites là sur les collections des romans jeunesse, notamment en ce moment sur le Palace de Marine Carteron. Nous, on est en train de vivre un petit rêve éveillé dans les bureaux, et on le doit principalement au travail de terrain que vous faites, qui est formidable. Donc vraiment, merci. Cette rentrée là dont je vais vous parler, elle a un sens un petit peu particulier pour moi, parce que ça fait très longtemps que je l'attends. Ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de ces livres. Ils ont mis du temps à exister. C'est des romans pour lesquels je discute depuis maintenant plusieurs années avec les auteurs.
Donc je les vois comme ça grandir petit à petit. Et du coup, d'avoir ce moment-là et de pouvoir enfin, et puis de les avoir sur les tables aussi, c'est génial. Donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec une petite vidéo. Donc, premier roman hyper attendu de ma part. C'est le retour de l'enfant terrible du Rouergue, Guillaume Guéraud. Guillaume, c'est aussi le premier auteur publié en ado au Rouergue, avec Cité Nique le ciel, il y a maintenant, je dirais, quelque chose comme 25 ans. C'est un auteur qui a publié en littérature adulte chez nous, en album, chez les préadolescents, notamment avec le titre dont je vais vous parler plus en détail après, et les ados. Et c'est vraiment dans le secteur des ados qui s'est fait le plus connaître, notamment avec un roman bouleversant qui s'appelle « Je mourrai pas gibier », qui a gagné le prix Sorcière, qui a été adapté en bande dessinée. Un roman, c'est à cause de ce roman-là, moi, que je suis arrivé au Rouergue. Donc pour moi, travailler avec Guillaume, c'est pas toujours un moment simple, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement entier, mais c'est un moment qui me rappelle sans arrêt pourquoi je suis là et pourquoi je suis au Rouergue. Et du coup là, Mon grand-père est un gangster, c'est un peu le versant d'un autre roman qu'on a publié il y a quelques années qui s'appelle Ma grand-mère est une terreur. Et je pense que Guillaume avait encore envie de s'amuser avec ces figures familiales qui habituellement sont pleines de sagesse et de conseils, et d'en faire exactement l'inverse. Et Mon grand-père est un gangster, donc c'est l'histoire d'une famille, une famille qui galère en fait, et dont la seule solution face à tous les problèmes qu'ils ont, surtout des problèmes financiers, c'est de voler, c'est de chourer tout ce qu'ils peuvent, et c'est de rêver aux casses ou aux coups qu'ils vont pouvoir faire et qui les mettra enfin à l'abri financièrement. Et le jour où le grand-père maternel sort de prison, un grand-père qui a une espèce d'aura comme ça, il se fait appeler Napoli le Napolitain, c'est un type qui est célèbre dans le milieu. Ils se disent, mais enfin, on va pouvoir faire cette espèce de coup familial dont on rêve et partir au soleil. Sauf que le pépé Napoli, en fait, c'est pas du tout ses plans. La prison, il a pas du tout aimé ça, et il a qu'une seule envie, c'est de poser son petit Bob Ricard sur la tête, de s'ouvrir une bière, de mettre le barbecue face à la mer Méditerranée parce que tout se passe à Marseille, et puis de profiter en fait, tout simplement. Et voilà. Et moi, j'ai retrouvé tout ce que j'aime en fait chez Guillaume Guéraud, à la fois son écriture hyper incisive. Sur les préados, il a vraiment cette dimension un petit peu farce et cet humour un petit peu acide, moi, qui me régale. Et puis il y a toujours, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup des romans de Guillaume, c'est ce clin d'œil au cinéma en fait, qui est toujours en embuscade quelque part, de manière plus ou moins évidente dans ses romans. C'est un roman du coup qui est illustré largement par Pierre Deur, qui est un auteur BD qui œuvre surtout sur les internets. Et puis voilà. Sorti le 23 août. Si vous voulez vous taper une bonne petite barre de rire et de légèreté, moi je vous le conseille. Voilà. Et on passe au suivant. Alors, celui-là, je vais vous en parler assez rapidement parce qu'il va sortir en octobre. Je suis très triste parce que c'est la fin d'une trilogie. C'est une trilogie, moi, qui m'a complètement habité. C'était déjà un premier roman remarqué parce que Audrey Bischoff, elle a eu le prix Cendre du premier roman francophone. Elle a été chroniquée par la presse et surtout, elle a eu plein de coups de cœur libraires.
Donc en fait, quand on lance un auteur comme ça, c'est un petit peu le scénario dont on rêve tous, et il s'est réalisé. Donc joie totale. Et puis surtout, moi, en fait, le principe même de cette trilogie, il me passionnait pour plein de raisons. Déjà, l'idée, c'était d'avoir une narratrice différente à chaque tome. Donc Abby, Lila et Jade, 3 narratrices qui n'ont rien à voir les unes avec les autres en termes de personnalité. Et puis chaque tome se passe à une année d'intervalle. On commence à la 4e, la 3e, la seconde. Les personnages secondaires deviennent des personnages principaux. Et il y a toujours cette question du corps des adolescentes, parce que c'est que des héroïnes, et de leur intériorité. Et moi, ce qui m'a particulièrement touché dans tout ce travail, et qui résonnait de manière très intime en plus, c'est que, je ne sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, mais des fois, moi, quand je suis dans la rue, je vois les gens, et je me dis, mon Dieu, mais ces gens ont des vies sûrement aussi complexes que la mienne, et puis je vois encore plus de monde autour, et c'est presque vertigineux, en fait. Et là, je trouvais que c'était ça qu'elle faisait, Audrey. C'est-à-dire qu'elle mettait des personnages, des visages et des corps, et pendant 3 tomes, elle nous dit, bah voilà ce qu'il y a derrière, en fait. Et derrière, il y a de la joie, il y a des tristesses, il y a des histoires de famille, il y a des choses très légères, il y a des choses hyper compliquées, mais elles tracent leur route, en fait. Et comme ça, elle a une héroïne très discrète, elle a la cagole, elle a la peste de la classe. Et je trouve que c'est merveilleux ce qu'elle a fait avec cette trilogie. Donc si vous ne l'avez pas vu passer ou quoi, foncez, c'est merveilleux. Et je vais passer au texte suivant. Sol d'Antonio da Silva. Antonio, il m'a fait un cadeau. Ça faisait des années que je lui disais que un des problèmes que j'avais dans la collection Epic, c'est que j'avais très peu de propositions de textes de science-fiction en langue française. C'est vraiment quelque chose que je suis obligé d'aller chercher à l'étranger ou qu'on me recommande de manière très bienveillante. Merci Charline. Et il m'a entendu. Donc pour moi, c'était merveilleux parce que j'avais cet espoir, en fait, dans ce genre-là précisément, de découvrir de l'écriture d'Antonio, une poésie, sa manière de construire les scènes, toutes ces choses-là. J'avais très très hâte de voir ce que ça allait donner. J'ai pas du tout été déçu. C'est un texte, il m'a fait oublier le temps de 3 soirs que j'étais éditeur. Je l'ai emporté dans mon lit, j'ai tourné les pages, et ma compagne qui me disait éteins la lumière, et j'arrivais pas. J'étais vraiment complètement addict à son récit. Et puis Antonio, j'adore voir ce qu'il devient, en fait, au fil de ses romans. Il a commencé avec Sortie 32B, il y a eu ABC, récemment il y a eu Assoul, qui a eu une très belle reconnaissance, vraiment, qui a été défendue par vous de manière magnifique, qui a eu le prix 1000 pages, qui a été dans plein de sélections, Sorcière, prix de la SGDL, très belle presse aussi. Et c'est un auteur, depuis le début, je sens, comme je le dis un peu en off, qu'il en a sous le capot, en fait. Et là, avec Sol, j'ai eu ce sentiment, en fait, qui, en quelque sorte, passait un cap, à la fois dans son écriture, parce qu'on a beaucoup moins travaillé l'écriture en tant que telle, mais aussi dans sa manière de raconter ses histoires, d'amener ses personnages. Et il y a quelque chose d'assez grisant en tant qu'éditeur d'assister à ça, en fait, de voir ce basculement. Et du coup, l'histoire, en quelques mots, de Sol, c'est 2 peuples ennemis qui se font la guerre depuis toujours. Les Solariens qui vivent sur une petite île paradisiaque, et les Carnis qui vivent dans les nuages de poussière qui entourent cette île. Et les Solariens ont la faculté, en fait, de faire la photosynthèse. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Donc en fait, ils mangent ni d'animaux ni de végétaux, ce qui leur donne un rapport à la nature très particulier, à contrario des Carnis. Mais surtout, ces 2 peuples se mènent une guerre de territoire, essentiellement, quoi.
Et l'héroïne Aqua, là que vous voyez sur la couverture, qui est une solarienne, va être kidnappée par une bande de carnisses et elle va découvrir en fait tout l'envers du décor. À la fois l'histoire de cette guerre, mais aussi l'histoire de son peuple, avec cette question de qui était là en premier en fait. Et Antonio m'a chargé du coup de vous lire un texte. Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant d'être des mots, Sol fut d'abord une image, celle d'une jeune femme à la peau dorée, courant dans la forêt, libre, en symbiose avec la nature. Au loin, des nuages de poussière mortelle. À partir de cette image, ma petite machine à rêver s'est mise à tourner à plein régime. Qui est cette jeune femme? Que dissimulent ces poussières? Ou qui cache-t-elle? Pourquoi ont-elles envahi le reste du monde? Sol est né de cette image et de ces questions. Ce roman m'a permis d'aborder quelques thèmes qui me tiennent à cœur. La différence, la peur de l'autre, l'entraide, le rôle des femmes, toujours en première ligne et plus particulièrement en période de crise, les guerres nucléaires et l'héritage dévastateur qu'elles laisseront aux générations futures, si nous sommes assez fous pour appuyer sur le bouton. J'ai voulu mettre un focus sur ces discours politiques et religieux qui n'ont comme but que d'asseoir des idéologies qui pourraient finir par nous entraîner vers ces poussières. Olivier, qui en ce moment me prête sa voix, m'a fait remarquer à juste titre que le thème de l'identité traverse chacun de mes romans. C'est d'autant plus vrai dans Sol, qui est avant tout une quête pour répondre à ces questions. Qui sont les Solariens? D'où viennent-ils? Et que peuvent-ils apporter à cette humanité qui ne cherche qu'à les détruire? Pendant l'écriture du roman, je voyais de tristes résonances dans notre quotidien, la guerre en Ukraine et le sort du monde suspendu à un homme prêt à appuyer sur le bouton. Notre mode de vie qui devra changer afin que l'île des Solariens ne soit pas une exception, mais la norme. De grands défis à résoudre. À travers Sol, je voudrais aussi rendre modestement hommage à ces immenses auteurs de SF que j'ai dévorés plus jeune. Philippe K. Dick, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke et tant d'autres. À leur monde fabuleux, visionnaire, où la poésie affleure. Alors, si la poussière ne vous effraie pas, j'espère que vous accompagnerez Aqua dans son périple. Les dangers seront multiples, les rencontres d'autant plus belles. Permettez-moi de vous saluer à la mode solarienne en vous souhaitant un bon sol à toutes et à tous. Et je vais passer au titre suivant. Merci. Ah oui, je dois faire monter le suspense avant la vidéo en fait. Donc le prochain titre dont je vais vous parler, c'est une autrice qui s'est immédiatement imposée comme, je pense, une plume assez incontournable de la littérature ado et young adulte. C'est par exemple une autrice dont on a parlé 2 fois à la grande librairie dans les pastilles pour des libraires, qui a été chroniquée dans la presse adulte et jeunesse, qui a été primée par les adultes et la jeunesse. Pour moi, c'était assez du jamais vu. C'est quelqu'un qui s'adresse aux grands ados, aux jeunes adolescents, aux adultes. Et quand elle m'a passé son nouveau texte, j'avais une pétoche d'enfer, d'être déçu tout simplement. Je me suis dit, mais j'ai tellement aimé ses précédents romans, si celui-là ne me plaît pas, je ne saurais pas comment lui dire en fait. Je vais devoir, démissionner a priori. Et je vais vous laisser découvrir la vidéo. Les parents de Malek disparurent le jour de ses 11 ans. Il se réveilla tard ce matin-là. Le soleil projetait déjà un rectangle jaune sur le mur d'argile et couronnait le petit figuier de la cour. Malek avait trop dormi. Il avait la bouche pâteuse et un goût métallique au fond de la gorge. Ses oreilles bourdonnaient. Il n'entendait pas les bruits habituels monter de la rue. Pourquoi son père ne l'avait-il pas réveillé à temps pour le travail? Le garçon trouva des coussins jetés par terre, une cruche cassée et la porte entr'ouverte sur la poussière du dehors. Mais ses parents n'étaient nulle part. Pris de panique, il fit le tour du quartier. Personne ne les avait vus. Il rentra chez lui le cœur serré et ramassa les coussins. Il balaya les morceaux de terre cuite. Il attendit. La matinée passa, puis l'après-midi. Les cloches sacrées sonnèrent. Le soir tomba.
À travers le mur, il entendait la voisine et sa marmaille s'installer sur le patio pour manger leur couscous. Une armée de petites mains lancées à l'attaque d'un même grand plat. Leur vie n'avait changé en rien, alors que la sienne venait de sombrer dans un grand trou noir. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré de l'adaptation audio qui va sortir en simultané de la dernière saison de Selim et qui a été faite par Actes Sud Audio. Donc Pascal Kivigère, c'est le royaume de Pierre d'Angle. Le royaume de Pierre d'Angle, c'est maintenant je crois qu'on est à plus de 40 000 exemplaires vendus. C'est une adaptation en poche adulte par Folio. C'est une adaptation en BD aussi qui va sortir. Pour moi, éditorialement, c'est une aventure incroyable d'avoir partagé autant de temps avec Pascal. Et ça fait, je crois que maintenant, ça fait 4 ans en fait, qu'elle travaille sur la dernière saison de Selim. Ça fait 2 ans qu'elle m'en parle. Et quand elle m'a passé ce texte-là, donc j'avais cette pétoche dont je vous parlais, et je me suis retrouvé en vacances. Et ça a été un moment, mais comment dire, c'est un moment miel sur le cœur en fait, parce que au bout de 3 lignes, je me suis souvenu pourquoi c'était une telle aventure avec elle, et ça m'a ramené 4 ans plus tôt sur la première version du Royaume de Pierre d'Angle que j'avais lu, c'est-à-dire en 3 lignes me dire mon Dieu, mais cette autrice, elle est incroyable, elle écrit vraiment divinement bien. Et c'est toujours le cas, donc c'est hyper rassurant. Puis en plus, Pascal, elle vient de la littérature adulte, donc rien n'était gravé dans la roche sur le fait qu'elle continue de publier en littérature jeunesse. Donc elle confirme aussi cette envie de faire d'autres textes, de raconter d'autres histoires, et pour moi, c'est génial. La dernière saison de Selim, c'est... j'insiste sur ce mot, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, même si on retrouve 2 personnages du royaume de Pierre d'Angle et que ça se passe dans l'univers qu'elle a créé, mais c'est une nouveauté, ça peut être lu totalement indépendamment de sa précédente série. On peut le lire dans un sens, dans un autre, il n'y a vraiment aucun problème. Et j'insiste vraiment, parce que c'est même pas un spin-off, c'est autre chose, quoi. La dernière saison de Selim, ça raconte l'histoire d'un empire. C'est l'empire de Selim. C'est un empire qui est cramé par le soleil, qui est envahi par le sable. C'est un empire qui est en déclin et qui va mourir. Et cette mort, cette disparition de cet empire, elle est annoncée par une prophétie. Et cette prophétie, elle est en plusieurs étapes. Et en fait, au fil des siècles, les étapes, elles passent les unes après les autres. Et là, ils arrivent à la dernière. Et tout le monde sent que rien ne va plus, que l'eau devient un trésor absolu, que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Et que la prophétie, justement, elle est en train de se réaliser. Mais comment on fait en fait pour arrêter une prophétie ? Une prophétie, ça ne s'arrête pas en soi. Mais le pouvoir religieux et le pouvoir politique, eux, ils vont essayer de tout faire pour enrayer cette prophétie-là. Et ils vont faire appel à 2 personnages. Si vous avez lu la totalité de Pierre d'Angle, ça va vous réjouir, mais ils font appel à Esmé et Mercenaire. Esmé et Mercenaire qui ont la particularité de travailler ensemble, d'être des amants, de partager une passion, et d'être aussi des espions, des mercenaires qui vendent leurs services aux plus offrants pour résoudre toutes sortes de choses. Ça va du renversement d'un gouvernement à contrecarrer une prophétie. Et ils vont se retrouver dans cet univers-là à devoir empêcher l'impossible, en fait. Ce que j'ai trouvé absolument brillant dans ce texte-là de Pascal, au-delà du fait que c'est une conteuse redoutable, qui est capable de placer des descriptions absolument merveilleuses, qui fait un travail sur les personnages que je trouve complètement démentiel, et je le vois dans le regard des autres auteurs du Rouergue qui sont baba d'admiration d'elle, en fait. Et c'est assez rigolo de voir cette admiration. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, en plus, c'est génial. J'en étais où ? Bref, ce que j'avais...
parce que en plus j'ai vachement réfléchi à toutes les choses que je voulais dire. Mais Pascal, moi un des trucs qui me bouleverse toujours autant, c'est je sais pas si ça vous fait ça des fois, c'est vous voyez un danseur faire des trucs incroyables et en fait il y a toujours le danseur il sourit en fait, sans jamais l'effort. Et Pascal c'est ça, elle fait des trucs incroyables avec son écriture et ça sent jamais l'effort. Et là, ce qui est important aussi d'ajouter, c'est que c'est vraiment un texte qui est pour les ados, les jeunes adultes et les adultes. Donc vraiment, il y a une très belle ouverture comme ça. Et voilà, et j'espère que tous ces textes résonneront de manière aussi forte chez vous qu'ils ont résonné chez moi. Voilà, merci beaucoup.